Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui, il était bizarre mon ton en tout cas. Aujourd'hui c'est une vidéo roman. Donc si jamais vous aimez pas les romans, passez votre chemin, attendez la vidéo d'après. Mais pour ceux qui aiment aussi mes vidéos sur la littérature, restez avec moi. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonner, tout ça. Let's go camarades syndiqués. Donc c'est ça, j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. Mes lectures de décembre et de janvier. Janvier, j'en ai lu un paquet parce que j'étais malade en fait pendant une semaine, donc forcément j'en ai eu 5 en une semaine, je pense. Mais je vous présente celles que j'ai bien aimées, celles que j'ai moins aimées. En roman, j'hésite pas en fait. En BD, j'aime pas trop présenter celles que j'ai pas trop accrochées, mais en roman, ça me dérange pas. Allez savoir pourquoi. Bref, je vais démarrer d'abord avec les séries. Je vais vous en recommander une. J'en ai terminé une. Alors, je sais pas si je l'ai terminée en novembre ou en décembre, ou je m'étais dit je vais faire une vidéo consacrée à ça, puis finalement, non. C'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai fini la série des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui c'est en 9 tomes et que j'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai adoré. Alors je sais qu'il faudrait peut-être que je lise l'apprenti, je sais plus quoi, je vous mettrai la couverture ici. C'est pas l'apprenti sorcier, c'est en tout cas je me souviens plus. Il paraît que c'est super beau aussi. Je crois qu'il y a moins de tomes, en poche en tout cas. Donc peut-être que j'essaierai, mais Les Aventuriers de la mer, oui, c'est assez extraordinaire comme roman fantasy, c'est vraiment de la fantasy pure et dure, parce que c'est un monde complètement imaginaire avec des vaisseaux dont les proues sont vivantes. Il y a pléthore de personnages, on n'est jamais perdu, il y a des liens avec les uns avec les autres, il y a des histoires d'amour, il y a plein de choses. Tout ça c'est hyper discret, c'est super bien écrit, donc j'ai beaucoup aimé cette série-là, ouais. Probablement qu'il faudrait que je continue à lire des séries de cet auteur-là, parce que vraiment c'est génial, vraiment génial. En tout cas, si vous aimez la fantasy, je sais que c'est recommandé par tout et n'importe qui, donc je suis une de plus qui vous dit que c'est génial. Ensuite, 2 séries que j'ai pas tout à fait terminées. Donc une série d'un auteur japonais qui s'appelle Koji Suzuki, qui a fait donc, c'est sorti en poche. Il y a une intégrale des 3 tomes. Le premier tome s'appelle Ring, le deuxième tome s'appelle Double Hélice et le troisième tome s'appelle La Boucle. Alors j'ai lu les 2 premiers, mais j'ai pas lu le dernier encore. Je l'ai commencé vaguement, mais sans plus. Donc Ring, pour les amateurs d'horreur, vous savez de quoi ça parle. C'est vraiment une équipe de gens, soit des médecins, soit des journalistes, qui vont faire des enquêtes sur une personne en fait qui hante une cassette vidéo. On la regarde en fait une fois et malheureusement 7 jours plus tard on est mort. Donc ça commence effectivement avec cette intrigue-là dans Ring, dans le premier tome. Alors on retrouve plus ou moins les histoires des films. Je ne sais pas si vous avez vu les films aussi. Il y a le film japonais que j'ai beaucoup aimé. Le film américain qui est bon, sympathique, mais qui tape plus dans l'horreur, ou dans les sursauts, les rebondissements, etc. quand on le regarde. Mais l'histoire est toujours basée sur une cassette vidéo qu'on regarde et 7 jours plus tard on est mort. Sauf que je trouve que le bouquin va infiniment plus loin que ça, parce qu'il y a beaucoup de théories en fait scientifiques sur l'ADN, l'ARN, en tout cas tout plein de trucs avec des acronymes qui nous expliquent comment le fantôme en fait de la femme qui est responsable de tout ça est entré dans la cassette. Donc c'est super intéressant, c'est quand même assez scientifique, des fois c'est un peu lourdingue, mais c'est super intéressant. Puis en plus, je trouve que les personnages japonais sont intrigants. La façon dont ils agissent aussi, c'est sûr que c'est une autre culture que la nôtre européenne, donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit clin d'œil asiatique, notamment japonais. Puis Double Hélice, ça continue encore plus dans le côté scientifique, hyper appuyé, hyper recherché, comment ça se fait qu'une âme peut s'inscrire à quelque part, gna. En tout cas, c'est assez génial. Alors dans le premier, c'est un personnage. Dans le deuxième, il y est plus. Et dans le troisième, je crois que le deuxième personnage n'est plus dans le troisième tome. Parce que c'est un petit peu un passage de relais, je dirais, entre les enquêtes qui se font. Donc le premier, c'est un journaliste. Le deuxième, si je me souviens bien, c'est un scientifique. Le troisième, je l'ai à peine commencé, donc je ne peux pas vous dire. Mais l'écriture était quand même assez fluide. Bon, les explications scientifiques, comme je vous disais, sont parfois un petit peu lourdingues. Mais je ne sais pas pourquoi on continue à avancer, parce que c'est super intriguant. Le pourquoi, il y a des gens qui sont malades, pourquoi il y a des gens qui meurent, comment ça se fait en fait qu'une personne qui a existé, je sais pas moi, au début du XXe siècle, au début du je sais plus quoi, enfin je ne sais plus quand est-ce elle était vivante cette femme-là, et pourquoi tout d'un coup elle ressurgit dans nos années à nous, c'est quand même super intriguant en fait. Alors c'est 200-300 pages à peu près par tome, donc ça se lit quand même assez rapidement. Je vous la conseillerais pour connaître la véritable intrigue de Ring, donc le film d'horreur japonais qui a défrayé la chronique, parce que c'est pas tout à fait pareil en fait, je trouve. Il y a quand même des choses un petit peu différentes, ça fout un peu les chocottes, mais moins je trouve que le film. Mais bref,
Donc à vous de juger. Ensuite, j'ai découvert une petite série, je ne sais pas comment je suis tombée dessus. C'est écrit par Nick Clausen. Je pense qu'il l'a fait en auto-édition, donc à voir si on les trouve encore. Et ça s'appelle Sous le ciel brisé. Alors c'est des histoires de zombies qui sont pas tout à fait des zombies. Il y a 8 tomes. Les tomes sont quand même assez courts, c'est entre 250, des fois 150 pages, 200 pages en fait à peu près. Et on suit, encore une fois, pléthore de personnages. L'écriture est quand même assez simple, l'intrigue est très simple. En fait, dans le ciel, une fissure apparaît et toutes les personnes qui regardent cette fissure au moment où elle apparaît, en fait, deviennent complètement aveugles. Donc les yeux deviennent complètement blancs. Et ils ressentent une rage absolue à vouloir détruire le voisin. Donc c'est pour ça qu'on parle de zombies, qui sont pas tout à fait des zombies, ils bouffent pas des cerveaux là, mais ils attaquent. En fait, c'est vraiment des méchants, des méchants. On peut les tuer de balles de cœur ou balles dans la tête, donc ça c'est parfait. Et il y a des gens qui sont immunisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder effectivement la fissure dans le ciel, mais ils sont immunisés. Donc on va suivre une famille, on va suivre des célibataires, on va suivre des jeunes, on va suivre des vieux, on va suivre plein de gens quand même. Donc, qui sont toujours les mêmes. Donc, au moins, effectivement, par petits chapitres superposés, c'est toujours les mêmes qui succèdent. Donc, c'est quand même intéressant. Ça se lit bien. C'est sûr que je suis dans le 4e tome. Comme je vous disais, il y en a 8. Ça commence à être un petit peu redondant. Mais quand même, la fissure, en fait, évolue. Elle s'agrandit. Donc, elle est de plus en plus longtemps dans le ciel parce qu'elle est ponctuelle. Au début, c'est quelques minutes. À un moment donné, ça dure 45 minutes. À un moment donné, j'imagine que ça va être comme ad vitam aeternam. Donc, ceux qui ne sont pas immunisés, en fait, ne peuvent pas regarder en l'air, sinon ils deviennent complètement frappés. Donc, je vous dis, ça se lit bien. Petite intrigue sympathique, c'est comme de regarder une mini-série zombiesque, disons, à la télé, quoi. Donc, ça se lit bien. Les personnages sont quand même attachants. Il y a quand même un petit côté psychologique qui est quand même développé. C'est pas juste, oui, alors on va croiser un tel qui va me sauter dessus, qui va m'entretuer et tout. Les scènes sont bien décrites aussi d'attaque. Donc, puis les planques, les rebondissements, les séparations, les retrouvailles, c'est quand même assez sympa. Donc, une petite série qui paye pas de mine, mais qui est quand même sympathique à lire. Probablement que je vais quand même aller jusqu'à au tome 8. Ensuite, on attaque le cœur du sujet, donc les one-shots. Le premier que j'ai lu, je pense, un des premiers que j'ai lu au mois de janvier, c'est de Sidonie Bonnec. Ça s'appelle La fille au père. Alors, comme vous savez, je le dis souvent dans mes chroniques romans, je ne suis pas très thriller domestique, mais celui-là, il y a une espèce de petit côté fantastique, bizarre, étrange, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas l'essayer. Ça fait à peu près 360 pages, donc c'est pas la panique à lire, ça se lit quand même assez rapidement. Et là, on va suivre une jeune fille française qui va atterrir en Angleterre pour être jeune fille au père. Elle a comme plus vraiment d'avenir, c'est une petite fille qui est pas très... elle aime pas trop les gens, enfin elle est un petit peu renfermée, elle est un petit peu badass, enfin elle est pas très clean, puis elle trouve effectivement une opportunité d'aller en Angleterre pour être fille au père via une de ses amies qui lui dit tu devrais aller dans cette famille-là, c'est vraiment le top. Donc elle se retrouve là-bas et au départ ça se passe super bien, elle est dans une petite chambre de mansardée, enfin la famille est super gentille, il y a 2 enfants, il y a un bébé, un petit garçon. Et en fait, malheureusement, elle se rend compte de plus en plus que le petit garçon, qui a une dizaine d'années, je pense, maigrit de plus en plus, devient de plus en plus pâle. La mère est de plus en plus bizarre. Enfin bref, c'est vraiment classique comme intrigue. Surtout avec la femme de ménage maintenant, je pense que le thème a été repris, ressucé, remâché, recraché, etc. Et en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il y a anguille sous roche, quoi. Donc, il faut qu'elle se défende de choses. Elle est en fait sur un lieu où il y a 5 maisons, très très riches, mais qui sont fermées par des clôtures, des portails en fait électriques, dont elle ne peut pas sortir. Puis elle aperçoit de temps en temps d'autres filles au père, en fait, comme ça, en fait, à travers des fenêtres, etc. Donc c'est franchement intriguant. Ça se lit bien, c'est quand même assez rapide. C'est pas mirobolant parce qu'effectivement, comme je vous dis, le thème a été sucé, ressucé, recraché, donc c'est ça. Mais l'explication est quand même avec un petit côté un petit peu tiré par les cheveux. Mais ça fait du bien, c'est pas un truc classico-classique où c'est le père qui a violé la mère, et enfin bref. Donc c'est quand même sympa. C'est une petite lecture sympa que je vous conseille aussi. Si vous aimez ce genre-là, ce genre de thriller domestique, ça se tient bien. Il y a quand même pas mal de personnages, il y a quand même pas mal de rebondissements, donc non, c'est assez sympathique quand même. Ensuite, au mois de décembre, j'ai lu Joyland de Stephen King. Ça fait à peu près 350 pages. Ça a été quand même édité en 2014, donc ça commence à dater. Là, on est dans les années 70. C'est un jeune qui se retrouve en boulot d'été sur un parc d'attractions. Et il va se lier d'amitié avec plusieurs personnages, effectivement, qui sont déjà sur place, soit qui sont étudiants aussi et qui ont ce job d'été, ou alors, effectivement, qui sont là depuis des années. Donc, il va se découvrir un talent, en fait, de revêtir la fourrure de la mascotte et d'être super bon là-dedans. Donc il va se découvrir ce talent-là. Et le côté fantastique intervient plus ou moins avec un fantôme qui serait là depuis plusieurs années en fait sur le site, que personne voit ou que tout le monde voit.
c'est pas très clair. Et ce petit garçon-là, en fait, ce jeune homme-là plutôt, qui a une vingtaine d'années, en fait, va être confronté à ça. Donc j'ai trouvé que c'était sympathique, l'univers en fait du parc d'attractions est génial, l'écriture de Stephen King on la connaît donc ça coule de source. J'ai pas trouvé que le côté fantastique était si extraordinaire que ça. Ça arrive de temps en temps, c'est pas hyper, ça fait pas peur, ça fait vraiment pas peur. Ça donne un aspect un petit peu plus Stephen King finalement au roman. Parce que juste effectivement d'écrire ce garçon-là qui a un job d'été dans un parc d'attractions, c'est cute là, mais c'est ça, c'est surtout les personnages qu'on croise qui sont intéressants. Puis oui, il va sauver une petite fille en fait d'une mort parce qu'elle s'étouffe, puis en fait il lui fait la méthode je sais plus quoi là. Donc il arrive à la sauver. Et c'est là où pour la première fois il confronte en fait le fantôme quoi. Donc il y a une espèce d'enquête qui se met en place aussi en cours de route dans le bouquin. Donc j'ai trouvé ça chouette, j'ai pas été portée au nu, j'ai trouvé ça sympathique. Et encore une fois, je vous dis, toutes les personnalités sont extrêmement bien documentées. Enfin, je veux dire, les gens sont vraiment sont bien campés, les deux pieds effectivement dans le sol. Donc ça, c'est chouette aussi. Il va faire la connaissance aussi d'un petit jeune homme qui est plus ou moins médium, qui est accompagné de sa maman. Donc il va y avoir une relation humaine qui va se nouer avec ces personnages-là aussi. Donc comme je vous dis, c'est quand même un roman choral, dans un univers qui est quand même intéressant, parce que le parc d'attractions, c'est toujours sympa. Puis donc j'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé ma lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, j'ai lu une pavasse que j'ai retrouvée en fait chez maman. Elle allait le donner ou le vendre en fait d'occasion. Puis finalement, je l'ai lu. Ça fait quand même 864 pages. Ça s'appelle « On m'appelle Démon Copperhead ». Et c'est de Barbara Kingsolver. C'est un roman en fait qui est très intéressant parce que on suit un jeune garçon orphelin qui va sauter de famille d'accueil en famille d'accueil. Et on le suit lui dans ses réflexions, dans sa façon de voir la vie. Il a une dizaine d'années au départ, mais c'est un petit gars vachement intelligent. Puis il sait se débrouiller, il s'en sort pas mal. Alors il y a plein de thèmes qui se mêlent et s'entremêlent. Il y a de l'amour, il y a la drogue, il y a des souffrances, il y a des joies, il y a des parcours hyper atypiques. Et on reste toujours un petit peu dans le même domaine, en fait, dans la même ville. C'est au fin fond des Appalaches. Puis, alors évidemment, c'est tout un univers américain dépeint de façon assez extraordinaire, surtout à travers les yeux en fait d'un personnage. C'est toujours super intéressant. Mais c'est quand même assez dur. Il y a beaucoup de trigger warning. Les familles sont pas toutes belles, toutes magnifiques. Il n'y a pas d'argent. C'est compliqué en fait de vivre dans ces milieux-là. C'est ouvrier, c'est mobile-home. Donc c'est super compliqué. On trouve un travail très temporaire. C'est un univers qui est extrêmement aride. Au niveau sentimental, c'est quand même hyper bien décrit. L'écriture est quand même assez fluide. On se laisse embarquer effectivement dans la tête de ce jeune homme, de ce Damon, qui s'appelle Damon, D-A-M-O-N au départ, puis finalement qui est surnommé Damon, de par ses attitudes, sa façon de réagir en fait par rapport à la vie et tout ça. Puis on le suit quand même sur plusieurs années. On le suit jusqu'à ses 25 ans, si je me souviens bien. Donc de 10 ans à 25 ans, ça laisse beaucoup d'ouverture à des développements d'histoire, des rencontres diverses et variées. Il va tomber amoureux, effectivement. Alors malheureusement, il va tomber amoureux du junkie, donc ça va l'entraîner sur des pistes extrêmement savonneuses. Mais j'ai beaucoup aimé la personnalité de ce Damon, en fait. Il garde les pieds sur terre, il est extrêmement intelligent, il a un regard sur la vie qui est très acéré, très lucide aussi. Donc c'est ce personnage-là en fait qui m'a vraiment entraînée jusqu'à la fin de l'histoire. D'abord je voulais savoir comment ça se terminait effectivement. Et c'est des histoires de vie en fait, tout bêtement. Donc j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois de grandes longueurs. Des fois je me dis accélère, mais c'est la vie qui est comme ça encore une fois. On prend son temps, on développe des relations, les contacts avec les uns et les autres peuvent être extrêmement rapide ou très étalé en fait, donc puis ça l'amitié se crée pas forcément d'un claquement de doigts en fait, ça peut être aussi sur plusieurs années, donc c'est ça aussi, ce roman là il prend son temps, il installe bien la chose, on le voit quand même relativement longtemps quand il est jeune, donc quand il a une dizaine d'années, donc 10, 11, 12, 13, 14 à peu près. Ça prend bien les 3/4 du bouquin, puis à un moment donné, ça accélère en fait. On va un petit peu plus vite. Donc vraiment une belle lecture pour encore découvrir un univers extrêmement bouleversant, émouvant, déstabilisant, enfin vraiment intriguant aussi. Donc c'est vraiment un roman que je vous recommande, malgré la longueur.
il est vraiment intéressant en fait. Ensuite, j'ai lu en 2 tomes Sans soleil de Jean-Christophe Granger, c'est son dernier roman paru. Là aussi, c'est pas un coup de cœur, loin de là. Moi, j'adore l'écriture de Jean-Christophe Granger. J'aime bien sa façon de percevoir aussi un univers assez précis, parce que là, on est effectivement dans les bas-fonds parisiens, dans les années 80, où on suit 3 personnages principaux. On suit un flic, on suit un médecin légiste, et on suit une jeune fille. Alors évidemment, les 3 personnages sont extrêmement, je trouve, caricaturaux, quand même, parce que le flic est super beau, avec un physique un peu à la Clint Eastwood. Il a quelques défauts, quelques failles évidemment dans son personnage, heureusement, mais c'est ça, c'est un peu un Superman. Le médecin légiste est aussi avec un caractère quand même assez, très médecin légiste finalement, donc très analytique, très froid, mais avec un côté aussi humain assez développé, donc ça crée un paradoxe. Puis la jeune fille qui a même pas une vingtaine d'années, en fait, elle est hyper intelligente et elle est amie. En fait, elle est amie avec un gars qui s'appelle Federico, qui lui va démarrer l'intrigue parce qu'il va mourir en fait du sida. On est vraiment dans les années 80, donc ce thème-là est très très développé dans le bouquin. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on suit l'historique un petit peu du développement de cette maladie-là. Donc c'est super intéressant. Mais c'est ça, c'est les bas-fonds, c'est crade, c'est poisseux, c'est pas beau, il y a de la drogue, il y a de l'homosexualité à fond la caisse, donc les rencontres dans les sous-bois, c'est hyper glauque, c'est très sombre. Et on va suivre une intrigue policière très particulière parce que évidemment les cadavres sont mutilés à fond la caisse, puis on ne sait pas trop pourquoi, par qui, comment. Et l'intrigue va se dérouler sur plusieurs années en fait différentes. À un moment donné, effectivement, on va suivre le flic plus, on va suivre un petit peu plus le médecin et la jeune fille, puis qui vont avoir un lien qui va se retrouver effectivement avec le flic. Je trouve que les 2 tomes auraient pu être raccourcis, honnêtement, beaucoup. Le 2e tome est un petit peu étalé, je dirais. Ça s'étire. C'est quand même intéressant de rester dans les années 80-85, avec ces personnages-là qui sont quand même assez bancals, très bancal, en tout cas je sais pas comment ça se dit, mais qui sont un peu croches, disons, en bon québécois. Puis c'est vraiment les thèmes de l'homosexualité, la fameuse rue Sainte-Anne, apparemment dans les années 80, qui était extrêmement connue pour les rencontres, les boîtes de nuit, etc. Puis ce flic, effectivement, qui est complètement un peu à côté de ses pompes, mais qui veut absolument découvrir qui a tué ces gens-là. Puis ça se balade, en fait, ça reste pas à Paris, ça va aussi jusqu'au Cap d'Agde. Comme Jean-Christophe Granger sait bien le faire, effectivement, ça se balade pas mal à travers le monde. Donc sympathique. Je peux pas appliquer ce mot sympathique à ce roman-là, qui est, comme je vous dis, poisseux, crade et compagnie. Mais très attachant, émouvant, bouleversant. C'est sûr que l'intrigue policière est intéressante, mais c'est plutôt tout ce qu'on trouve autour qui est vraiment attractif, je trouve. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais je vous dis, ça s'étale quand même. C'est quand même assez stéréotypé dans la façon de décrire le sida, la maladie. Même les meurtres, en fait, sont quand même assez carrés et très cliniques, en fait. Donc bon, à voir. Ensuite, j'ai lu aussi un roman qui fait un peu plus de 500 pages, qui est de Lise Moore, qui est sorti dernièrement, qui est sorti en mars 2025, aussi dernièrement que ça. C'est un bouquin que je voulais lire depuis pas mal de temps. C'est Le Dieu des bois. Là aussi, on est dans les années 70, toujours aux États-Unis. On va suivre en fait plusieurs personnages dans des temporalités différentes. Alors ça vient, ça revient, ça se repasse, ça se gna. On se perd pas parce qu'en haut de chapitre, il y a toujours en fait la temporalité en gras sur plusieurs temporalités en fait décrites. Donc ça nous aide quand même à savoir où on en est, parce qu'on va suivre deux temporalités différentes. On va suivre la disparition un petit peu moins documentée en fait d'un jeune garçon au cours d'un camp de vacances. Et une dizaine d'années plus tard, malheureusement, sa petite sœur en fait disparaît de la même façon. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a plusieurs temporalités. Alors c'est au cœur des Adirondacks, c'est un camp Emerson, puis c'est la famille Van Laar, L-A-A-R, qui dirige ce camp-là depuis des années. Donc ça se succède toujours de la même façon. Alors il y a des animateurs, il y a des directeurs, il y a la famille, et c'est les 2 enfants de cette famille-là en fait qui disparaissent coup sur coup à une dizaine d'années différentes. Et le thème est intriguant, enfin la façon dont c'est fait, c'est comme je vous dis, on se perd pas. On est vraiment, si on suit effectivement les temporalités qui sont inscrites en haut de chapitre, on n'a aucun problème. Il y a quand même pléthore de personnages. Comme je vous dis, il y a les enfants qui participent au camp. Il y a les battus qui se font quand les enfants disparaissent.
La famille Van Laar est extrêmement intrigante, on dirait qu'elle est pas, elle est plutôt grise. Elle a pas mal de zones grises dans sa façon d'être et de se comporter et tout ça. Les personnages sont quand même super béton au niveau descriptif et au niveau personnalisation. J'ai trouvé que c'était quand même bien foutu. Chacun a sa personnalité, chacun a ses écueils, chacun a sa façon de voir, encore une fois, le camp, la façon dont c'est dirigé, la façon dont c'est organisé, de quelle façon, effectivement, les jeunes sont encadrés, pourquoi il y a telle ou telle réaction parmi les animateurs, pourquoi est-ce que la famille Van Laar est de telle façon, on voit aussi au côté financier, comment tout ça s'est organisé. C'est vraiment, non, c'est une belle intrigue. J'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé l'intrigue. Ça se lit bien. Il y a des rebondissements. En fait, on a vraiment envie de savoir la fin parce que l'autrice a le don de finir des chapitres où on a vraiment envie de lire la suite, quoi. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe avec ce personnage-là, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. La résolution de l'intrigue est tout à fait naturelle, par contre. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Il n'y a pas un gros cliffhanger à la fin et que, ouh, mon Dieu, ah bon, c'était ça, puis je ne l'avais pas deviné, gna gna gna. Non, c'est hyper logique, hyper normal. Ça reste dans la façon de faire qui est tout à fait logique, en fait. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça chouette. Ensuite, un livre que j'ai bien aimé, encore une fois, un petit peu plus que les autres, comme Le Dieu des Bois, c'est vraiment 4 étoiles, disons, sur 5. Le prochain, c'est aussi ça, parce que c'est Je suis né du diable de Jean-Christophe Granger, Again. Sauf que là, c'est autobiographique. Ça fait 350 pages à peu près, donc ça se lit quand même assez rapidement. Et je trouve que sa façon de raconter qui il est, de quelle façon il a vécu son enfance... on se rend compte que c'est quelqu'un de très attachant. Je l'ai trouvé... j'aurais aimé, en fait, j'aimerais ça discuter avec ce gars-là, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme façon de raconter son enfance. Parce qu'en fait, le titre du bouquin, c'est « Je suis né du diable », parce qu'il ne connaîtra jamais son père. Mais il fait tout un laïus sur ce personnage-là, à travers les yeux des autres qui lui ont raconté sa vie. Et leur vie à elle, parce qu'en fait, il a vraiment été élevé dans un environnement matriarcal. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. D'après ce qu'elle a l'air de dire, c'est heureusement, parce que son père était un type pas chouette, quoi. Enfin, c'était pas une belle personnalité, c'était quelqu'un qui battait, qui buvait, qui se droguait. Donc c'était vraiment quelqu'un, en fait, de pas recommandable. Donc heureusement qu'il a été sauvé des eaux, notamment par sa grand-mère, qui l'a pris en charge, parce que sa mère, elle l'a vraiment eu très jeune. Donc pour se sortir de ce milieu-là, elle en a bavé des ronds de chapeau, elle s'en est quand même sortie. Donc il a vraiment été élevé par ces deux personnages-là. Ces deux personnes-là, parce que c'est quand même une autobiographie. L'écriture de Jean-Christophe Granger est quand même assez carrée, un peu journalistique, donc moi j'aime beaucoup, ça va droit au but, c'est vraiment intéressant. Puis de le connaître, parce qu'il va quand même loin, il avance quand même loin dans toutes ces années. Il va jusqu'à, effectivement, ses premiers romans publiés. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir savoir qui il est. Moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment attachant, en fait, ce gars-là. Vraiment attachant. Je suis né du diable, je trouve que son titre est quand même assez dur. Et finalement, on se rend compte que lui, il s'en est sorti par l'écriture, parce que c'est pas forcément de cette façon-là, en fait, qu'il se guérit. Il se guérit avant, en fait, d'accepter sa propre vie, etc. Donc, non, c'est une lecture que je vous conseille si vous voulez, si vous aimez cet écrivain-là, déjà, ça vous donne une piste de qui il est vraiment. Puis sinon, pour le découvrir, lui, en tant qu'être humain, c'est vraiment une chouette... J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment chouette, vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, on attaque en coup de cœur. Les 3 derniers, c'est vraiment des coups de cœur. Alors là, c'était un roman qui date effectivement des années 80. C'est encore du Stephen King. C'est Running Man, que j'ai lu, enfin, que j'ai trouvé absolument génial, que j'ai adoré. Alors Running Man, je pense que tout le monde connaît l'intrigue. Le roman a été écrit donc en 1982 et c'est de la science-fiction. Donc en fait, c'est en 2025 que son personnage évolue. On suit Ben Richards, qui a donc une trentaine d'années, qui a une femme, qui a une petite fille qui est très, 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 très malade. Et lui, en fait, à force de payer les médecins, ils ont plus d'argent. Il veut vraiment sauver sa petite fille. Donc il s'inscrit à un jeu télévisé extrêmement violent, où en fait il peut gagner effectivement plein d'argent. Ça s'appelle la Grande Traque, et il se retrouve sélectionné comme la personne à traquer. Et c'est absolument génial, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper haletant, ça s'arrête jamais, c'est hyper rapide. Je sais qu'il y a un film qui est sorti en 2025 qui s'appelle aussi Running Man. J'ai pas voulu aller le voir parce que j'ai trouvé que la bande-annonce était extrêmement violente. Parce que j'ai trouvé que dans son bouquin, ce qui est intéressant,
c'est la façon dont le personnage évolue, la psychologie du personnage bouge, se place, se cache, décide d'utiliser telle arme ou d'utiliser tel moyen en fait pour se sortir de telle situation. Parce que la grande traque, effectivement, c'est tout le monde entier en fait, où les États-Unis, les États-Unis en entier sont sollicités pour le traquer. Donc il est obligé effectivement de se grimer, il est obligé de se cacher, il est obligé peut-être d'avoir des alliés, il a plein d'ennemis partout. Mais il veut absolument effectivement gagner ce jeu-là pour pouvoir en fait sauver sa fille, quoi. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture. Ça fait à peine 250 pages, enfin ou un petit peu plus de 150 pages en poche. Donc ça se lit super bien, super vite. Et c'est des petits chapitres courts, ça avance super vite et c'est extrêmement chronologique. Donc on suit vraiment son parcours depuis le moment où il s'inscrit, enfin depuis le moment où on voit qu'il est en famille et qu'il veut s'inscrire à ce jeu jusqu'au déroulement, quoi. Donc vraiment excellent, vraiment excellent. Je ne sais pas comment le film de 2025 a été fait. J'espère qu'ils ont repris cette histoire de « je veux sauver ma fille ». C'est vraiment ça qui est au cœur du roman. Donc j'ai vraiment trouvé ça génial. Ensuite, encore un thriller un petit peu étrange, qui est un petit peu dystopique, mais ça pourrait franchement arriver, honnêtement. C'est de John Marrs. Ça s'appelle « Les Passagers ». Ce livre-là aussi date de 2019, donc il date quand même un petit peu. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est à peu près 430 pages. Et là, on va suivre, encore une fois, c'est un roman choral. J'aime beaucoup ça, suivre plusieurs personnages différents dans des situations malaisantes, disons. Parce qu'on va suivre, j'allais dire, une prise d'otage. Alors, il y a 8 personnages au départ qui sont pris en otage dans des voitures électriques sans chauffeur. D'où la dystopie, c'est que ça n'existe pas encore, mais bon, ça pourrait. Et ce qui est super, c'est qu'on suit vraiment chaque personnage dans chaque chapitre. On suit aussi en fait le preneur d'otages, dont on ne connaît pas l'identité au départ, évidemment. Ce qui est super haletant, c'est que ce preneur d'otages, en fait, récupère chaque voiture, donc les 8, pour pouvoir les entraîner vers un même lieu, pour qu'elles s'entrechoquent et que finalement elles disparaissent, quoi. Donc il met en danger la vie de ces personnages-là. Donc au début, la prise d'otage, c'est heure 0 et ça va jusqu'à 2h30 à peu près. Où toutes les 8 voitures vont se retrouver ensemble et vont s'entrechoquer, enfin avoir des accidents en fait les uns sur les autres. Elles vont se retrouver à un endroit précis. Alors pourquoi, comment, pourquoi il y a ce preneur d'otage? Comment ça se fait que les voitures électriques ont pu être prises en otage, sachant que normalement c'est impossible selon les fabricants, selon l'industrie qui a fabriqué tout ça et l'entreprise qui chapeaute tout ça, dit c'est impossible que les voitures électriques soient récupérées, mais oui c'est possible parce que ce preneur d'otage-là en fait le prouve. Donc il y a un message écologique, il y a un message très de base, parce que ça reste quand même une prise d'otage. Puis on suit chaque personnage dans chaque voiture. Donc les voitures sont reliées avec des écrans, évidemment, sont reliées en écran avec le preneur d'otage et entre eux. Et il y a un comité en fait qui est pris aussi à partie, donc un comité qui est embauché par l'entreprise qui chapeaute la création de ces voitures-là. Ce comité-là en fait décide c'est la faute de qui s'il y a eu des accidents. Est-ce que c'est la faute de la voiture qui n'a pas eu un jugement en fait juste par rapport à l'accident, ou est-ce que c'est effectivement le conducteur qui aurait dû être de telle ou telle façon. Donc c'est quand même super bien foutu. C'est bien ficelé, c'est encore une fois extrêmement haletant, parce qu'une prise d'otage en 2h30, ben, on se demande qui c'est qui va gagner. Puis à un moment donné, sur les 8, il y en a 2 qui explosent au départ, donc c'est comme, ah ok, donc le preneur d'otage a vraiment la main mise sur les voitures. On connaît petit à petit chaque personne. Il y a une personne du comité qui est liée à une personne qui est dans une voiture. Donc non, c'est vraiment super bien fait. Les personnages sont bien foutus, sont tous différents. Donc au niveau des personnalités, on les retrouve quand même pas mal. Il y a même à un moment donné, en fait, un homme et une femme qui sont mariés, mais qui sont dans 2 voitures séparées, qui font partie des 8. Donc non, c'est super bien foutu. Je pense que je vais en relire encore des John Marrs, parce que si toutes ces intrigues sont aussi correctes et dénonciatrices aussi, en fait, c'est pas juste une prise d'otage bête et idiote, c'est aussi pour développer une façon de dénoncer les fameuses voitures électriques. Est-ce qu'on en est prisonnier, pas prisonnier? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée aussi? Donc bon, à voir. Donc j'ai vraiment adoré. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Je ne sais plus si je l'ai lu en décembre ou en janvier, mais vraiment une excellente lecture que j'ai bouffée en fait, vraiment. Et le dernier roman que je vais vous présenter, qui est aussi un coup de cœur, mais je pense qu'à chaque fois c'est un coup de cœur de cette femme-là, j'adore. C'est Cécile Coulon en fait, c'est Le visage de la nuit.
qui est son dernier roman sorti. Encore une fois, une écriture super poétique, très belle, très douce, très graphique dans sa façon de décrire en fait la nuit, de décrire de quelle façon un personnage avance sur une route. C'est extrêmement poétique, très beau, très intérieur, très philosophe. En tout cas, moi j'adore son écriture. On va suivre en fait un enfant qui a 11-12 ans, je crois, peut-être 13 ans, je me souviens plus exactement, qui a le visage complètement détruit. D'après ce que j'ai compris, c'est le personnage qui existait dans son roman précédent, qui s'appelait La langue des choses cachées. On retrouve ce personnage-là, en fait, qui va être élevé par un prêtre et la personne qui aide au presbytère, donc une femme. Il va être élevé par ces deux personnages-là. Et lui, ce qu'il adore, alors comme il a un visage détruit, pas beau, moche et tout, il ne sort pas le jour, il sort uniquement la nuit. Quand je vous disais écriture extrêmement poétique, déjà pour décrire le visage de l'enfant, en fait, qui donc a été détruit. En fait, il a pas un visage qu'il peut montrer en plein jour sans que chacun le regarde avec horreur. Même ce descriptif-là, en fait, Cécile Coulombe le fait de façon admirable, vraiment. Puis lui, il va rencontrer dans la forêt, donc de nuit, il va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux, qui, elle, a un frère qui, lui, est complètement le contraire. C'est une beauté absolue, en fait. Les gens s'arrêtent devant ce gamin-là, sont complètement sous le charme. Donc il y a vraiment cet antagonisme dans le roman où il y a ce jeune garçon extrêmement laid, le visage détruit, avec des bosses, des creux, des trucs super moches. Et il y a le jeune garçon donc, qui est le frère de la jeune fille dont le jeune homme laid tombe amoureux, qui lui est une beauté absolue, quoi. C'est un paradoxe qu'on suit dans ce roman-là, le dos à dos entre la beauté sublime et la laideur absolue, quoi. C'est vraiment un dos à dos, mais écrit pas de façon fermée, pas de façon caricaturée, pas du tout. C'est vraiment les deux personnages sont porteurs en fait de ces deux, j'allais dire, de ces deux défauts-là presque, avec cette jeune fille au milieu qui essaye de naviguer effectivement entre les deux. Et c'est d'une délicatesse, c'est encore une fois une écriture extrêmement imagée, poétique, douce. Donc j'ai adoré ma lecture en fait. Moi, Cécile Coulombe, à chaque fois, elle me ravit parce qu'elle utilise des thèmes extrêmement durs. Elle va vraiment dans la laideur, dans le pourri des fois, en fait, dans le sanglant, dans plein de choses. Parce qu'en plus, ce jeune garçon-là se découvre un talent de taxidermiste. En allant dans la forêt, il trouve un écureuil mort, puis il lui sort les entrailles, puis il le bourre avec de la paille, avec des choses, en fait, et il se découvre ce talent-là. Donc à un moment donné, ça bascule sur l'humain. Donc effectivement, ces descriptifs sont quand même assez... ça va pas dans la dentelle, mais elle a une façon de décrire tout ça qui est extraordinaire, vraiment. Donc ça, c'est une autrice que je vous recommande si vous avez les cœurs accrochés. Mais je vous dis, c'est par son écriture, elle arrive à nous faire passer des choses extrêmement laides, extrêmement malaisantes, bouleversantes, de façon très douce, finalement. Donc voilà les romans que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup aimé en général, surtout les 3 derniers, disons. Bon, La fille au père, non, la femme, c'est une distraction. Bon, Sous le ciel brisé, c'est aussi une distraction, c'est histoire de s'endormir avec, disons, parce que je le lis sur liseuse. Mais sinon, tout le reste, c'est d'excellentes lectures. Moi, j'aime beaucoup les romans haletants, les romans qui vont vite, les romans qui sont à court chapitre aussi, les romans chorales aussi, tant qu'on n'est pas perdu avec le pléthore de personnages. Donc c'est ça. Donc dites-moi en commentaire lesquels vous avez lus, lesquels vous aimez, quel genre d'auteur vous me recommanderiez par rapport à mes goûts, qui commencent à être quand même un petit peu précis. Puis j'écouterai vos recommandations, c'est sûr. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans. Et je vous dis à très bientôt. Salut!